Le matin de son mariage, Élodie se tenait devant le miroir, le souffle court. Sa robe blanche semblait briller d'une lumière propre, comme si elle portait tout le poids de ses espoirs. Depuis des mois, elle avait préparé ce jour avec une rigueur presque obsessionnelle. Chaque fleur choisie, chaque détail peaufiné. Mais derrière son sourire, un doute la rongeait, et si sa famille ne venait pas? Elle chassa cette pensée. Impossible. Elle avait invité tout le monde, ses parents, ses tantes, même sa cousine Claire avec qui les tensions avaient toujours été palpables. Elle s'était dit, aujourd'hui, ils mettront tout de côté. Aujourd'hui, ils seront là pour moi. Mais en entrant dans la salle, Élodie sentit un coup de couteau invisible transpercer sa poitrine. Les chaises alignées du côté de sa famille, vides. Toutes vides. Les invités du côté de Thomas, son mari, la regardaient avec compassion, certains baissant même les yeux pour ne pas affronter sa détresse. Élodie avala sa douleur et força un sourire. Chaque seconde de la cérémonie résonnait comme une gifle. Elle imaginait ses parents à la maison, riant peut-être, ou pire, occupés ailleurs. Mais pas là, pas auprès d'elle. Ils viendront peut-être après, pensa-t-elle pour s'accrocher à un fil d'espoir. Pourtant, quand l'alliance glissa à son doigt, aucune silhouette familière n'était entrée dans la salle. Thomas, attentif, pressa doucement sa main. Mais rien ne pouvait apaiser ce vide béant. Elle se sentait comme une mariée orpheline, entourée d'étrangers, alors que ceux qui comptaient vraiment l'avaient abandonnée. La réception suivit, plus joyeuse du côté de Thomas. Les rires fusaient, les danses s'enchaînaient, mais pour Élodie, tout semblait irréel. Chaque toast sonnait creux. Chaque sourire semblait la narguer. Elle essayait de se convaincre que cela ne comptait pas, que l'amour de Thomas suffisait. Mais une petite voix intérieure hurlait, « Pourquoi pas moi? Pourquoi ma famille m'a-t-elle effacée ?» Et puis, le moment du gâteau arriva. Traditionnel, joyeux, censé unir les deux familles autour d'un instant symbolique. Mais là encore, l'image était absurde, d'un côté, la chaleur des proches de Thomas, de l'autre, le néant. Élodie sourit pour les photos, son visage figé dans une expression qu'elle ne reconnaissait même plus. C'est alors que son téléphone vibra. Une simple vibration, presque imperceptible. Mais assez pour fissurer encore davantage son masque. Elle hésita à le sortir devant tout le monde, mais une force l'Y poussa. Et là, son cœur s'arrêta. Un message. 4 mots. Nous devons parler. C'est urgent. Signé, Papa. Comment réagir? Ceux qui avaient choisi de l'ignorer, de la laisser seule en ce jour unique, réclamaient soudain toute son attention. Son sang se glaça. Son sourire trembla. Et alors qu'elle reposait son téléphone, les appels commencèrent à s'accumuler. 10, 20, 30. Jusqu'à 43 appels manqués. Élodie serra le poignet de Thomas pour se raccrocher à quelque chose de réel. Mais au fond, elle savait, cette histoire ne faisait que commencer. Ce mariage, son plus beau jour, allait devenir le prologue d'un cauchemar, et d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. L'entrée dans la salle de réception aurait dû être un moment de pure joie. Les mariés main dans la main, les invités applaudissant, les familles réunies dans un éclat de bonheur partagé. Mais pour Élodie, ce fut l'instant le plus cruel. Elle leva les yeux et son cœur se serra aussitôt, toutes les chaises réservées à sa famille restaient désespérément vides. Un silence étrange flotta dans l'air, comme si tout le monde avait remarqué l'absence. Les regards des invités du côté de Thomas devinrent lourds de compassion. Certains détournaient les yeux pour ne pas paraître intrusifs, d'autres murmuraient entre eux, se demandant comment des parents pouvaient manquer un tel événement. Élodie, elle, se força à sourire, même si chaque pas qu'elle faisait sonnait comme une trahison. La cérémonie continua, mais pour elle, chaque mot du célébrant résonnait comme une cloche vide. Là où elle imaginait voir son père l'encourager d'un regard, il n'y avait qu'un espace vide. Là où elle espérait croiser le sourire bienveillant de sa mère, il n'y avait que le néant. La douleur montait, mais Élodie la recouvrit d'un masque impeccable. Ne pas montrer. Ne pas craquer. Pas aujourd'hui. Puis vint le moment du premier toast. Un ami de Thomas se leva, parla de l'amour, de la loyauté et de la famille qui se construit au-delà du sang. Ces mots,
censés être universels, devinrent pour Élodie comme des flèches. Elle se demanda, et si c'était vrai? Et si la seule famille qui comptait était celle qu'on choisit? Mais cette pensée se heurta à l'enfant en elle, celle qui avait toujours supplié l'amour de ses parents, sans jamais l'obtenir. Quand le repas fut servi, les conversations allèrent bon train du côté des invités de Thomas. Rire, anecdotes, chaleur. Pendant ce temps, Élodie fixait la table vide qui lui faisait face. C'était comme si une moitié de la salle reflétait la vie, l'autre le vide. Un contraste si violent qu'il en devenait presque insoutenable à regarder. Le moment du gâteau approchait. Normalement, c'est une explosion de joie, une pluie d'applaudissements, un instant symbolique où les familles se mélangent pour entourer les mariés. Mais là, tout était déséquilibré. Du côté de Thomas, les sourires rayonnaient, les téléphones capturaient chaque seconde. Du sien, un silence creux, une absence criante. Élodie inspira profondément. Elle se dit que ce n'était pas grave, que l'important était Thomas et leur amour. Elle essaya de s'ancrer dans cet instant, de croire que cela suffirait. Mais son cœur refusait d'oublier. Parce que l'amour de Thomas, aussi fort soit-il, ne pouvait pas remplacer le regard qu'elle aurait dû croiser dans celui de son père, l'étreinte qu'elle aurait dû recevoir de sa mère, la main amicale qu'elle espérait de son meilleur ami. Et quand enfin le couteau s'enfonça dans le gâteau, quand les éclats de rire fusèrent autour d'elle, Élodie sentit une larme glisser malgré elle. Ce n'était pas une larme de joie. C'était une larme de vide. Une larme qui murmurait, « Ils ne sont pas venus. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Et peut-être que je ne compte pas. » Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce silence apparent cachait une vérité bien plus sombre. Car pendant que les sourires éclataient autour d'elle, son téléphone vibrait, annonçant qu'un secret allait bouleverser sa vie pour toujours. Le couteau venait à peine de traverser la première couche du gâteau que la vibration discrète d'un téléphone fit trembler la main d'Élodie. Elle crut d'abord à une illusion, un réflexe nerveux. Mais non. La vibration était bien réelle, continue, insistante. Elle hésita. Devait-elle regarder? Devait-elle ignorer? Après tout, c'était son mariage, pas le moment de sortir un téléphone. Mais une force étrange l'attira vers cet écran noir qui s'illuminait. Quand ses yeux se posèrent dessus, son sourire forcé s'effaça instantanément. Un message. 4 mots. Nous devons parler. C'est urgent. Signé, Papa. Élodie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Papa. Celui qui n'avait pas franchi la porte de la salle. Celui qui l'avait laissé seul en ce jour unique. Celui qui, visiblement, avait eu mieux à faire. Pourquoi, alors, lui écrire maintenant? Pourquoi, alors qu'il l'avait ignoré, osait-il lui réclamer une rencontre urgente? Elle cligna des yeux, espérant avoir mal lu. Mais le message était bien là, froid, tranchant. Son cœur battait si fort qu'elle crut que tout le monde autour allait l'entendre. Thomas, à ses côtés, remarqua son trouble. D'une voix douce, il lui demanda si tout allait bien. Elle répondit d'un sourire crispé. Oui, ne t'inquiète pas, mensonge. Puis, soudain, le téléphone vibra de nouveau. 1 fois. 2 fois. 3 fois. 10 fois. Quand elle osa regarder, son estomac se retourna. Les appels manqués s'accumulaient à une vitesse folle. 20. 30. 43 en moins d'1 heure. Les invités riaient, applaudissaient, prenaient des photos. Personne ne voyait ce qui se passait derrière le sourire gelé de la mariée. Personne ne voyait qu'au milieu de cette fête, un compte à rebours invisible venait de s'enclencher. Élodie rangea son téléphone dans sa poche, mais elle ne voyait plus rien autour d'elle. Les rires semblaient lointains, les visages flous, comme si elle n'était plus vraiment présente. Tout ce qu'elle ressentait, c'était une angoisse sourde, une certitude, ce message n'avait rien d'anodin. Pourquoi son père écrivait-il ça maintenant? Pourquoi ces appels frénétiques, alors qu'il n'avait même pas pris la peine de venir la voir se marier? Était-ce un accident? Une urgence médicale? Ou quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'on lui cachait depuis trop longtemps? Thomas serra doucement sa main, croyant que son émotion venait du mariage. Il lui murmura, « Tu es magnifique. » Mais elle
elle entendait une autre voix dans sa tête, celle de son père, autoritaire, sèche, exigeante. Nous devons parler. C'est urgent. Et au fond d'elle, Élodie le savait. Ce n'était pas une simple demande. C'était une convocation. Comme si son père avait attendu exprès ce jour précis pour frapper. Comme si derrière son absence et son silence, il y avait un piège qui n'allait pas tarder à se refermer. Alors qu'elle reposait sa coupe de champagne, une pensée glaçante s'imposa. Et si mon mariage n'était pas le plus beau jour de ma vie, mais le point de départ d'un cauchemar, la fête s'était terminée dans les rires et les danses, mais pour Élodie, tout était devenu flou. Quand la musique s'éteignit et que les invités quittèrent la salle, elle resta figée dans sa robe de mariée, le regard rivé sur son téléphone. Ce message. Ces appels. 43 tentatives pour la joindre, toutes ignorées. Son cœur n'arrivait pas à se décider, colère ou inquiétude. Dans la chambre nuptiale, Thomas posa ses mains sur ses épaules. Oublie-les, Élodie, ils n'ont pas daigné venir. Pourquoi leur donner encore de l'importance ? Ces mots étaient logiques, mais ils ne touchaient pas son cœur. Parce qu'aussi cruel qu'ait été l'abandon, ce besoin d'explication la rongeait. Comment ses parents pouvaient-ils l'effacer, puis soudain réclamer son attention comme si de rien n'était ? Elle ouvrit de nouveau le message. Les mots s'affichaient en lettres brûlantes. Nous devons parler. C'est urgent. Pas un mot d'excuse. Pas de « félicitations ». Rien. Juste un ordre. Comme toujours. La nuit tombait, mais le sommeil ne venait pas allonger à côté de Thomas, elle fixait l'écran noir de son téléphone, priant presque qu'il s'allume à nouveau. Finalement, incapable de lutter, elle appuya sur le bouton vert et appela. La voix de son père jaillit aussitôt. Froide. Impatiente. Enfin. Pourquoi as-tu mis autant de temps ? Tu dois venir. Tout de suite. Pas un, comment s'est passée la cérémonie, pas un, je suis désolée. Juste cette exigence brutale. Élodie serra le drap entre ses doigts. Tu n'étais pas là aujourd'hui. Tu sais ce que ça veut dire pour moi ? Et maintenant tu m'appelles comme si de rien n'était ? Mais au bout du fil, son père coupa court, tu ne comprends pas. Il s'agit de choses graves. Viens seul. Immédiatement. Ces mots la glacèrent. Seul ? Pourquoi seul ? Pourquoi pas avec Thomas, son mari ? Elle voulut insister, mais la ligne se coupa. Un silence. Puis un vide lourd. Élodie resta assise, le téléphone encore collé à son oreille, tremblante. Son cœur battait trop vite. Elle voulait croire qu'il s'agissait d'une urgence médicale, qu'un membre de la famille avait besoin d'aide. Mais quelque chose sonnait faux. Ce n'était pas une voix inquiète qu'elle avait entendue. C'était la voix d'un juge qui appelle un accusé. Thomas la regarda droit dans les yeux. Tu ne leur dois rien, Élodie. Rien. Mais si tu y vas, je viens avec toi. Elle détourna le regard. Son père avait dit seul. Et elle connaissait assez son autorité pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'une simple suggestion. La nuit de noces, censée être un instant d'amour et de bonheur, se transforma en tourbillon de doute. Élodie n'arrivait pas à s'endormir. Car une pensée la hantait, et si son absence au mariage n'était pas un rejet, mais un plan ? Et si ce rendez-vous était lié à une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre ? Le lendemain de son mariage, Élodie prit une décision que beaucoup jugeraient insensée, elle allait répondre à l'appel de son père. Thomas avait tout tenté pour la retenir. C'est notre première journée de mariée, Élodie. Tu ne leur dois rien, pas après ce qu'ils t'ont fait. Mais au fond d'elle, une force invisible la poussait. Il fallait qu'elle sache. La route vers la maison familiale semblait interminable. Chaque virage, chaque arbre, réveillait des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Les Noëls glacés sans un sourire, les repas où Claire, sa cousine, était la star et elle, l'ombre. Les fois où son père lui rappelait qu'elle n'était pas à la hauteur. Et maintenant, il l'appelait. Il l'exigeait. Lorsqu'elle gara sa voiture devant le portail imposant, son cœur s'emballa. La maison paraissait plus sombre que dans ses souvenirs. Elle inspira profondément avant de pousser la porte. L'odeur familière du bois ciré l'envahit aussitôt, mais au lieu de réconfort,
ce fut une vague d'oppression. Son père l'attendait dans le salon. Pas un sourire, pas un mot tendre. Assis dans son fauteuil comme un juge dans son tribunal, il la fixa froidement. « Tu as mis du temps », lâcha-t-il, comme si elle était en retard à un rendez-vous d'affaires. Élodie serra les poings. « J'étais occupée à me marier, papa. Tu te souviens ?» Sa voix tremblait, mi-colère, mi-douleur. Mais il l'ignora. Sa mère se tenait dans un coin de la pièce, immobile, le regard fuyant. Elle ne dit pas un mot. Ses mains tremblaient légèrement, comme si elle portait un poids invisible. Puis, sans préambule, son père posa une chemise cartonnée sur la table basse. « T'expliques ça », dit-il d'un ton sec. Élodie fronça les sourcils et ouvrit le dossier. Ses yeux se posèrent sur des papiers officiels, des documents de l'entreprise familiale. Et là, un détail glaçant, sa propre signature. Elle recula d'un bond. « Quoi ? Mais, ce n'est pas possible. » Sur ces papiers, on l'accusait d'avoir transféré des fonds, d'avoir détourné de l'argent. Tout semblait en ordre, date, chiffres, signature. Tout sauf une chose, elle n'avait jamais signé ça. Son père la fixa droit dans les yeux. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Nous t'avons tout donné, et toi, tu voles ta propre famille ?» Élodie sentit ses jambes flancher. « Non. Jamais je n'aurais fait ça. Ce n'est pas moi. » Sa voix résonna, désespérée. Mais en face, le regard de son père resta de marbre. Et c'est à ce moment qu'une pensée lui traversa l'esprit comme un éclair. Qui, à part elle, pouvait avoir accès à ces documents ? Qui, à part elle, aurait intérêt à la salir aux yeux de ses parents ? Une image s'imposa dans son esprit, claire comme du cristal, claire. Sa cousine. Celle qui, pendant qu'Élodie se mariait seule, fêtait ses fiançailles entourée de toute la famille. Celle qui avait toujours eu le rôle de la fille parfaite. Celle qu'on lui opposait sans cesse. Élodie sentit son sang se glacer. Et si son mariage ignoré n'était pas un simple manque d'amour, mais une stratégie, Élodie resta pétrifiée devant les feuilles qu'elle avait entre les mains. Tout semblait si réel, si officiel. Les signatures correspondaient à la sienne, les dates aussi. Si elle ne savait pas qu'elle n'avait jamais touché à ces documents, elle aurait presque pu y croire elle-même. Mais à l'intérieur, une seule certitude brûlait, quelqu'un l'avait piégée. « Papa, ce n'est pas moi. Tu crois vraiment que je serais capable de voler ma propre famille ?» Sa voix se brisa, mais son père ne s'y a pas. Son regard froid, chargé de déception feinte, l'accusait sans un mot. Dans un coin de la pièce, sa mère baissa encore plus les yeux. Elle ne disait rien. Pas un mot. Comme si elle avait choisi son camp. Comme si elle préférait regarder sa fille tomber plutôt que d'affronter la vérité. Et soudain, une évidence traversa l'esprit d'Élodie. Qui avait toujours eu accès aux papiers de l'entreprise familiale ? Qui, depuis des années, était traitée comme la digne héritière alors qu'elle, Élodie, n'était qu'un nom oublié sur les bancs des réunions ? Sa cousine. Claire. Elle revit en un éclair le sourire triomphant de Claire, cette lueur dans ses yeux le jour où elle avait annoncé ses fiançailles. Elle repensa à cette fête organisée pile le même jour que son mariage, comme pour écraser son bonheur sous une montagne de mépris. Et maintenant, ces documents falsifiés, apparus comme par magie ? C'était signé. Claire avait tendu ce piège. Élodie inspira profondément. Ces signatures, elles sont fausses. Quelqu'un m'a piégée. Et tu sais très bien qui. Son père éclata d'un rire amer. Ah, voilà. Toujours la même jalousie maladive envers Claire. Elle réussit, elle attire la lumière, et toi, tu inventes des histoires. Ces mots la poignardèrent. Parce que c'était exactement ce qu'on lui avait répété toute sa vie, qu'elle n'était jamais assez. Pas assez brillante. Pas assez parfaite. Pas assez aimée. Et maintenant, cette étiquette de voleuse collée sur son front par ceux-là même qui auraient dû la protéger. La colère prit le pas sur la peur. Tu refuses de voir la vérité parce que tu as besoin de croire qu'elle est parfaite. Mais regarde bien, c'est trop facile. Ces papiers sont une mascarade. Et quand la vérité éclatera, vous regretterez de ne pas m'avoir cru. Un silence lourd s'abattit dans le salon.
Son père la fixait avec ce mélange de mépris et de froideur qu'elle connaissait trop bien. Sa mère tremblait légèrement, mais resta muette. Personne ne la défendit. Élodie referma brutalement le dossier et le poussa loin d'elle. Ses mains tremblaient, mais son cœur, lui, s'embrasait d'une détermination nouvelle. Elle n'allait pas se laisser détruire. Pas cette fois. Claire pensait avoir gagné, pensait l'avoir écrasé en plein jour de son mariage, mais elle ignorait une chose, Élodie n'était plus une enfant docile. Elle se leva, le regard brûlant, et déclara d'une voix ferme, « Si vous avez choisi de croire ces mensonges, alors je vous laisse. Mais je vous promets une chose, je reviendrai avec la vérité. » Et ce jour-là, plus rien ne sera jamais comme avant. Elle quitta la maison familiale sans se retourner, mais une certitude vibrait dans ses veines. Cette guerre ne faisait que commencer. Élodie claqua la portière de sa voiture, le souffle court. Ses mains tremblaient encore, mais ce n'était plus de peur. C'était de rage. Sa famille venait de l'accuser d'un crime qu'elle n'avait jamais commis, et tout ça à cause d'une personne, Claire. La même cousine qui, depuis l'enfance, avait toujours su manipuler les regards, attirer la sympathie et s'imposer comme la préférée. Mais cette fois, c'était allé trop loin. Alors qu'elle roulait, ses pensées tourbillonnaient. Les images de la veille s'entrechoquaient dans son esprit, la salle vide à son mariage, son père qui l'accusait sans preuve, et ce dossier falsifié qui portait son nom. Plus elle y pensait, plus une idée s'imposait, tout était planifié. Arrivé chez elle, Thomas l'attendait, inquiet. « Alors ? Qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda-t-il en se jetant vers elle. Élodie s'effondra dans ses bras, la voix brisée, « Il m'accuse de vol. Il pense que j'ai détourné de l'argent. » Thomas écarquilla les yeux, mais aussitôt, son visage se durcit. « C'est impossible. Tu n'as jamais eu accès à ça. Qui pourrait croire une telle absurdité ?» Élodie serra sa main. « Mes parents y croient. Et devine qui a orchestré ça ?» Thomas fronça les sourcils. « Claire. » Le simple fait qu'il prononce ce prénom confirma ce qu'elle savait déjà, même de l'extérieur, la manœuvre était évidente. Et pourtant, ses parents refusaient de voir. Pire, ils riaient de son accusation, comme si sa parole ne valait rien. C'était ça, le plus dur. Pas seulement la trahison de Claire, mais le fait que ceux qui devaient la protéger l'avaient livrée sans hésiter. Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle resta assise dans le noir, les yeux rivés sur le vide. Chaque fibre de son corps criait vengeance. Pas une vengeance mesquine, pas une querelle familiale. Non. Elle voulait la vérité, claire, indiscutable, exposée aux yeux de tous. Elle se souvint des mots de son père, quelques heures plus tôt, toujours jalouse de Claire. Elle serra les dents. Toute sa vie, on l'avait comparée à elle, rabaissée, rejetée. On lui avait répété qu'elle n'était pas assez. Mais si Claire croyait pouvoir la détruire définitivement, elle se trompait. Le lendemain matin, Élodie prit une décision. Elle ne se contenterait plus de se défendre. Elle allait contre-attaquer. Pour la première fois, elle sentit une force nouvelle en elle. Plus de larmes, plus de suppliques. Elle allait chercher la vérité, pièce par pièce, preuve par preuve. Thomas la regarda longuement, comme s'il redécouvrait la femme qu'il venait d'épouser. « Alors ? Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Élodie releva la tête, ses yeux brillant d'une détermination glaciale. « Je vais prouver que tout ça est un mensonge. Et quand j'aurai terminé, même mes parents ne pourront plus fermer les yeux. » Ce jour-là, quelque chose changea en elle. Elle n'était plus la fille qu'on rabaissait. Elle n'était plus la mariée abandonnée. Elle devenait une combattante. Et elle savait déjà qui serait sa première cible. Claire. Élodie se leva ce matin-là avec un poids sur la poitrine, mais aussi une flamme dans les yeux. Toute sa vie, elle avait encaissé en silence les remarques humiliantes de son père, les silences de sa mère, les sourires arrogants de Claire. Mais cette fois, elle ne se contenterait pas de souffrir. Cette fois, elle riposterait. Elle s'assit à la table de la cuisine, un carnet ouvert devant elle. Chaque ligne devint un plan, chaque mot une arme. Elle commença par la première étape, des preuves. Sans preuves solides, sa voix serait encore étouffée par les accusations de jalousie.
Alors, elle décida de contacter un vieil ami, Marc, avocat spécialisé dans les affaires de fraude. Quand elle lui expliqua la situation, sa voix tremblait, mais Marc resta attentif. « Envoie-moi les documents que ton père t'a montrés, Élodie. On verra s'ils tiennent la route. » Quelques heures plus tard, il la rappela, son ton grave confirmant ce qu'elle savait déjà, ses signatures sont falsifiées. Mal faites, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui connaît ton style d'écriture, mais ce n'est pas toi. Cette révélation renforça sa détermination. Elle ne rêvait pas, elle n'était pas folle. Elle était piégée. Et il fallait exposer ce piège. Deuxième étape, un enquêteur privé. Elle engagea discrètement un homme recommandé par Marc, spécialisé dans les affaires financières. Son rôle serait simple, suivre la trace de l'argent supposément détourné. S'il y avait un compte caché, il le trouverait. Et si ce compte appartenait à Claire, la vérité éclaterait au grand jour. Pendant ce temps, Élodie fouilla dans ses propres archives. Elle ressortit des anciens emails, des messages laissés par Claire au fil des ans. De petites phrases qui, prises isolément, semblaient banales, mais qui mises bout à bout dessinaient le portrait d'une femme manipulatrice, jalouse et stratège. « On dirait que tu as toujours besoin de prouver quelque chose », avait-elle écrit un jour. Ou encore, « Si j'étais toi, je profiterais du peu que tu as, car un jour, il ne restera plus rien. » Élodie rassembla tout dans un dossier numérique, le baptisant d'un nom simple, « Vérité ». Chaque soir, Thomas la regardait travailler sans relâche. Il la soutenait, mais il voyait aussi la transformation. Elle n'était plus simplement la femme blessée par l'absence de sa famille à son mariage. Elle devenait une stratège, une femme prête à affronter les siens sans trembler. Un soir, alors qu'elle s'endormait sur ses papiers, Thomas posa une main sur son épaule. « Tu sais, tu n'es pas obligé de te battre. On pourrait partir, refaire notre vie loin d'eux. » Mais Élodie secoua la tête. « Non. Ils m'ont enterrée vivante une fois. Je dois leur prouver qu'ils se sont trompés. Je dois leur montrer que je ne suis pas la faible qu'ils imaginent. » Et dans le silence de la nuit, une seule pensée revenait encore et encore, le jour viendra où Claire tombera. Et ce jour-là, tout le monde verra enfin qui je suis vraiment. Quelques jours plus tard, le téléphone d'Élodie vibra. C'était l'appel qu'elle attendait, celui de l'enquêteur privé. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait lourd, « J'ai trouvé quelque chose. » Élodie se redressa, le cœur battant à tout rompre. « Quoi ? » « Parlez. » « Un compte bancaire, ouvert à l'étranger, il y a 6 mois. Tout l'argent détourné que ton père t'accuse d'avoir pris, est arrivé là-bas. Et devine quoi ? Le compte n'est pas à ton nom. Il est au nom de Claire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie s'agrippa à la table pour ne pas vaciller. C'était donc vrai. Elle n'avait pas rêvé, pas exagéré. Tout ce temps, c'était clair. Elle avait monté un plan parfait, falsifier des documents, détourner de l'argent, et faire porter le chapeau à sa cousine. Mais l'enquêteur n'avait pas fini. « Ce n'est pas tout. J'ai pu récupérer des échanges d'emails où Claire communique avec une banque sous ton identité. Elle s'est fait passer pour toi, avec des copies de ta signature. C'est du faux à grande échelle. » Élodie sentit une vague glaciale la parcourir. Elle imaginait Claire, assise à son bureau, tapant ses emails avec ce petit sourire satisfait, certaine que personne ne découvrirait jamais la vérité. Le soir même, elle présenta les résultats à Marc, l'avocat. Son regard s'illumina en parcourant les pièces du dossier. « C'est béton. Avec ça, tu peux tout renverser. » Pour la première fois depuis longtemps, Élodie sourit. Pas un sourire forcé, pas un sourire de façade. Un sourire amer, mais réel. Elle tenait enfin une arme. Elle savait que sa famille ne la croirait jamais sur parole. Non, il fallait frapper fort. Frapper devant tout le monde. Et le moment idéal approchait, la grande réunion familiale que Claire organisait pour célébrer officiellement ses fiançailles. Toute la famille serait là. Ses parents, ses oncles, ses tantes, tous ceux qui l'avaient ignoré le jour de son mariage. Élodie imagina déjà la scène, Claire au centre de la pièce, rayonnante, jouant encore la favorite. Et puis, elle, Élodie, entrant avec ses preuves,
mettant fin au spectacle. Pendant les jours qui suivirent, elle prépara son dossier comme une guerrière affûte ses armes. Chaque email, chaque relevé, chaque document falsifié était rangé dans un classeur épais. Elle ajouta aussi des photos du compte bancaire, les transferts, et la confirmation des experts en falsification. Rien ne devait pouvoir être contesté. Thomas la regardait en silence. Parfois, il voulait la retenir, lui dire de laisser tomber. Mais quand il voyait la flamme dans ses yeux, il savait qu'il n'avait pas le droit de l'arrêter. La veille de la réunion, Élodie resta longtemps devant son miroir. Elle se regarda, non pas comme la mariée abandonnée qu'elle avait été, mais comme une femme prête à se battre. Elle chuchota à son reflet, « Demain, je reprends mon nom. Demain, tout le monde saura. » Et dans son cœur, une seule pensée résonnait, si Claire croyait avoir gagné, elle n'avait encore rien vu point et la grande salle brillait de mille feux ce soir-là. Des lustres scintillaient, des verres s'entrechoquaient, et au centre de l'attention se tenait Claire, radieuse dans sa robe de soirée, main dans la main avec son fiancé. Tout autour, les invités riaient, félicitaient, prenaient des photos. C'était sa soirée, sa couronne, son moment de gloire. Mais derrière les portes, Élodie attendait. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains tenaient fermement un dossier épais. Pas un dossier ordinaire, son arme. Les preuves, les signatures falsifiées, les relevés bancaires, les emails. Tout était là. Ce soir, ce n'était pas seulement une fête de fiançailles. Ce serait un procès. Lorsqu'elle entra, le brouhaha cessa presque aussitôt. Les regards se tournèrent vers elle. Certains invités chuchotèrent, surpris de la voir là. Ses parents échangèrent un regard glacé. Claire, elle, se figea, mais son sourire revint aussitôt, poli, hypocrite. Oh! Élodie! Quelle surprise! Élodie avança sans trembler. Elle s'approcha du centre de la salle, d'une voix claire, lança « Une surprise ?» Oui, en effet. Mais pas celle que tu crois. Elle posa brutalement le dossier sur la table, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre. Vous m'avez tous accusé, continua-t-elle, de vol, de trahison. Vous m'avez humilié le jour de mon mariage, en préférant la fête de Claire à mon bonheur. Mais ce soir, vous allez entendre la vérité. Des murmures parcoururent la salle. Son père s'avança, le visage dur. Ça suffit, Élodie. Pas ici. Tu ne vas pas encore nous embarrasser avec tes histoires de jalousie. Élodie planta son regard dans le sien. Non, papa. Ce soir, c'est moi qui parle. Elle ouvrit le dossier et sortit les premiers documents. Regardez. Ces signatures qui m'accusent. Elles sont fausses. Et un expert en falsification l'a confirmé. Un silence tendu s'installa. Les invités se penchèrent, chuchotant, cherchant à voir. Claire éclata de rire, un peu trop fort. C'est ridicule. Elle invente encore. Mais Élodie ne s'arrêta pas. Elle sortit les relevés bancaires. Voyez ces transferts. Tout l'argent prétendument détourné a atterri sur un compte, ouvert au nom de Claire. La salle explosa en murmures choqués. Le fiancé de Claire la regarda, incrédule. Ses parents écarquillaient les yeux. Claire perdit son sourire, son visage se crispa. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-elle. Élodie sortit alors la pièce finale, les copies d'emails. Et voici les échanges où tu te fais passer pour moi, avec ma signature, mon identité. Des preuves irréfutables. Le détective, invité en témoin, confirma d'une voix forte, tout est vrai. J'ai mené l'enquête moi-même. Un silence pesant suivit. Puis, des exclamations, des regards de dégoût tournés vers Claire. Son masque venait de tomber. Élodie, debout au centre, sentit son cœur battre comme un tambour. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus l'ombre de Claire. Elle était la lumière. Mais dans le regard de son père, elle ne vit pas la reconnaissance, seulement la panique. Et elle comprit, la guerre n'était pas encore terminée. Un silence de plomb s'abattit dans la salle. Les rires, la musique, les félicitations, tout s'était éteint. On n'entendait plus que le souffle court d'Élodie, et les battements de cœur affolés de Claire.
L'épreuve reposait encore sur la table, exposée aux yeux de tous comme un coup près. Les invités reculaient légèrement, certains secouaient la tête, d'autres filmaient discrètement. Claire tenta de parler, mais ses mots s'entrechoquaient. Ce sont des mensonges. Elle a fabriqué tout ça. Mais sa voix tremblait trop. Elle savait qu'elle était prise au piège. Alors, contre toute attente, ce fut son père qui brisa le silence. Il se leva d'un bond, son regard noir posé sur Élodie. « Tu crois que tu viens de gagner ?» Sa voix claqua comme un fouet. « Oui, Claire a peut-être commis une erreur. Mais toi, Élodie, tu nous as humiliés devant toute la famille. » La salle entière écarquilla les yeux. Comment pouvait-il encore défendre l'indéfendable? Comment pouvait-il détourner la vérité si clairement exposée? Mais Élodie n'était pas surprise. C'était son père. L'homme qui, toute sa vie, avait préféré la brillance des autres à la sincérité de sa propre fille. Elle répondit, la voix ferme, « Non, papa. Ce n'est pas moi qui vous ai humilié. C'est Claire. Et c'est toi, en choisissant de fermer les yeux. » Un murmure d'approbation traversa la salle. Mais son père persista, comme acculé. « Tu crois que ces papiers changent quoi que ce soit? Claire reste ma nièce, et toi, tu n'as jamais rien prouvé. Tu veux qu'on t'applaudisse parce que tu as déterré quelques documents? » La mère d'Élodie, assise dans son coin, restait figée. Ses yeux brillants semblaient implorer qu'on la laisse en dehors de ça. Pas une parole pour sa fille. Pas un geste. Rien. Le silence d'une mère qui se rend complice. Le fiancé de Claire, lui, se leva brusquement, repoussant sa chaise avec fracas. « C'est vrai, lança-t-il à Claire, le visage blême. Elle voulut l'attraper par le bras, balbutier des excuses, mais il la repoussa d'un geste sec. « Tu m'as utilisé. Tu as utilisé tout le monde. » Les invités commençaient à quitter la salle, certains secouant la tête, d'autres murmurant que c'était une honte. Claire, en pleurs, tenta de s'expliquer, mais plus personne n'écoutait. Élodie, elle, restait debout. Elle venait de tout révéler. Elle venait de prouver qu'elle n'était pas la menteuse que sa famille décrivait. Mais au lieu du soulagement, elle sentit un vide immense. Car son père refusait encore de la reconnaître. Sa mère refusait encore de la défendre. Alors que les derniers murmures s'éteignaient, Thomas s'approcha d'elle et glissa à son oreille, « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as repris ton pouvoir. » Elle hocha la tête, mais ses yeux fixaient encore son père. Il la regardait comme on regarde une ennemie. Et elle comprit une vérité terrible, l'épreuve avait fait tomber Claire, mais elle n'avait pas brisé la haine de ses parents. Ce soir-là, Élodie remporta une bataille. Mais la guerre familiale, elle, ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec une étrange sensation, un mélange de fatigue écrasante et de liberté nouvelle. La soirée de la veille avait tout changé. La vérité était sortie, Claire avait été démasquée, et pourtant, au fond d'elle, il n'y avait pas cette victoire éclatante qu'elle avait imaginée. Non. Il restait ce vide immense, celui d'une fille qui avait prouvé son innocence, mais qui n'avait toujours pas reçu le regard d'amour qu'elle attendait depuis l'enfance. Assise au bord du lit, elle observa Thomas, paisible dans son sommeil. Lui avait été là depuis le début, il avait cru en elle sans jamais douter. C'était ça, sa vraie famille. Pas ses parents incapables de la défendre, pas cette mère figée dans son silence, pas ce père qui avait préféré protéger une cousine manipulatrice plutôt que de reconnaître sa propre fille. En préparant du café, Élodie alluma son téléphone. Des dizaines de messages l'attendaient. Certains invités la félicitaient, d'autres s'excusaient de ne pas avoir vu plus tôt la manipulation de Claire. Mais un détail la fit sourire amèrement, pas un mot de ses parents. Pas une excuse. Pas un geste. Rien. Il l'avait rayée, définitivement. Alors elle prit une décision radicale. Elle se rendit dans le bureau de son avocat, Marc. Ensemble, ils rédigèrent les documents nécessaires pour couper tous les liens avec l'entreprise familiale. « Tu es sûr de toi ?» demanda Marc en signant les papiers. « Oui », répondit Élodie sans hésiter. « Qu'ils gardent leur empire, moi, je vais construire le mien. » Avec l'argent hérité de sa grand-mère, elle lança,
avec Thomas, une petite société indépendante. Au début, ce n'était qu'un bureau modeste, quelques clients. Mais chaque jour, Élodie y mettait toute son énergie, toute sa rage, toute sa volonté de prouver qu'elle n'avait pas besoin d'eux pour exister. Et peu à peu, leur projet prit forme. Un soir, en refermant son ordinateur, Thomas la regarda avec un sourire tendre. « Tu te rends compte ? Tu as transformé leur piège en ta force. » Élodie hocha la tête. « Ils ont voulu me briser, mais c'est grâce à eux que je me tiens plus droite que jamais. » Quelques mois plus tard, une rumeur circula, l'entreprise familiale, gangrenée par les scandales et les dettes laissées par Claire, vacillait. Son père se battait pour sauver son image, mais le mal était fait. Et quand des créanciers vinrent frapper à leur porte, Élodie reçut un appel. Un appel de celui qui, jadis, l'avait humiliée le jour de son mariage. Elle regarda son téléphone vibrer sur la table. Le nom de son père s'affichait. Elle laissa sonner, puis éteignit l'écran. Car désormais, elle n'était plus cette fille qui quémandait leur amour. Elle n'était plus cette mariée abandonnée devant des chaises vides. Elle était Élodie, une femme qui avait transformé la trahison en renaissance. Et alors qu'elle fermait les yeux ce soir-là, une seule pensée la traversa, parfois, perdre sa famille, c'est enfin se retrouver soi-même.